Bonjour, aujourd'hui je vais faire cette vidéo en français, ce sera plus simple pour moi. Je vais ajouter ensuite des traductions en anglais. Donc on va commencer par un circuit simple, qui est un ampli inverseur. J'ai un ampli up ici. Avec deux résistances, R1 et R2. Avec une tension d'entrée ici. On va supposer que cette tension est continue. Donc on va l'appeler VE. Et une tension de sortie VS ici. D'accord, donc bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est un truc très simple. Donc on a le gain donc, qui est défini comme étant moins R2 sur R1. D'accord. Donc on va complexifier un peu le schéma maintenant, parce que ça c'est un peu simple. Donc on va rajouter en parallèle sur R1 ici une autre résistance commandée par un switch. On va l'appeler R3. D'accord. Et donc on va commander le switch par un signal rectangulaire. D'accord, donc là on va piloter ce switch par un signal rectangulaire avec un rapport cyclique, ici qu'on va appeler alpha, donc avec une période grand T, et un rapport cyclique alpha. Donc alpha c'est le rapport entre cette durée-là, qu'on va appeler T1 par exemple, donc T1 sur grand T. D'accord, et on va ajouter en parallèle sur R2 un condensateur de façon à filtrer ce signal-là. On va rajouter ici un condensateur. Et on va supposer donc, que la constante de temps est suffisamment grande devant la période. C'est-à-dire la fréquence de coupure ici est faible, c'est-à-dire 1 sur 2pi, donc on va appeler C. R2C, donc est très petite par rapport à la fréquence ici qui est 1 sur T. Donc en sortie on aura donc une valeur moyenne donc qui va dépendre de l'ouverture, du moins du rapport cyclique de ce signal là. D'accord, c'est simple. Et donc on va encore complexifier un peu plus. Donc on va ajouter, je vais le mettre au-dessus, on va ajouter un second switch ici. Une quatrième résistance, qu'on va appeler R4. Et une tension de référence ici VRF. D'accord, et ce switch-là donc est commandé avec le même signal. Ici. D'accord, donc alpha, avec un rapport cyclique alpha. Et donc on va s'amuser à calculer donc, la tension de sortie que l'on a fonction de VRF, de VE, des résistances et de alpha. Comme ça j'enlève, hein, on l'a compris. Donc là on a alpha. Donc passons au calcul. Donc la tension de sortie, hein, vu qu'on a une contre-réaction ici, donc la tension d'entrée est nulle. Ce ne serait pas le cas si on avait une inversion ici, bien sûr, mais là, comme on est sur une contre-réaction, le système est stabilisé, et donc on a une tension ici qui est égale à 0, hein. On n'a pas de courant, donc on suppose que les amplis op sont parfaits. On n'est pas à l'école, on ne va pas s'amuser à faire intervenir les gains boucle ouverte, les tensions d'offset, courant d'offset, etc. On va supposer que tout est parfait. Donc dans ce cas-là, donc la tension de sortie, donc on va... Pour l'instant, on ne tient pas compte du condensateur, on tient compte uniquement donc, des valeurs moyennes. D'accord, donc on va supposer qu'on a un courant ici qui vaut I. Donc on va l'appeler IS par exemple. Donc qui est donc la somme de ces courants-là. On va appeler ici I1, I2 et I3 ici. D'accord, donc on a VS
égale moins R2 que multiplie la somme des courants. Donc I3 en valeur moyenne, ben c'est VE sur R3 que multiplie alpha, qui est le rapport cyclique. Celui-ci, ben, il est plus simple, hein, c'est simplement VE sur R1. Et le dernier ici, donc c'est VRF sur R4. Que multiplie alpha. D'accord? Donc on peut mettre alpha en facteur par exemple, donc on a VS égale moins R2 sur R3, donc on va faire intervenir plutôt R2 sur R1, donc on va faire intervenir ce terme ici, qui est le résultat normal pour un ampli inverseur, donc fois VE. On a ensuite un terme qui va dépendre du coefficient alpha, donc plus alpha que multiplie donc R2 sur R4 que multiplie donc VRF plus plutôt moins on a ainsi le moins aussi ici, donc on va mettre le moins ici, donc plus R2 sur R1 R2 sur R3 que multiplie VE. D'accord, donc on voit que la tension de sortie dépend effectivement donc de VE par ce terme-là, qui est le cas normal, hein, quand alpha égale 0. Donc quand alpha égale 0, on se retrouve avec un ampli avec juste les deux résistances ici. Quand alpha par contre est différent de 0, donc on rajoute ce terme-là, on soustrait, peu importe, avec donc une dépendance de VRF et de VE. Donc on voit qu'on a quelque part un gain variable, puisque le terme ici dépend de alpha. Donc on peut agir sur le gain de cet ampli et sur l'offset en faisant varier donc le rapport cyclique. Donc ça c'est vrai, effectivement, si on a un signal qui ne varie pas trop vite, du moins parce qu'il faut filtrer quand même la tension qui est due au découpage ici, donc ça oblige à avoir un signal en entrée qui varie pas trop rapidement. Et sous ces conditions-là, on a effectivement un ampli à gain variable qui est commandé par un rapport cyclique ici. Et donc ça, c'est la première étape. Donc je vais mettre cette équation ici. Ça va servir pour la suite. Donc plus alpha R2 plus R2 sur R3 R2 sur R1 VE, donc R2 sur R3 alpha VE, et c'est ça, donc R2 sur R3 VE. Ok. On va maintenant faire quelque chose d'un peu plus compliqué. On va prendre un intégrateur à base d'ampli hop. D'accord. La sortie de l'intégrateur, on va l'envoyer sur un comparateur. Donc on va le mettre un comparateur comme ça, avec un hystérésis. D'accord.
En entrée de l'intégrateur, on va mettre plusieurs choses. On va mettre une tension d'entrée qu'on va appeler VE. On va mettre cette résistance R1. D'accord. On va aussi ajouter une autre résistance R2. On va mettre une tension de référence VRF. Ensuite, on va rajouter donc sur VE un switch, encore un, avec une résistance qu'on va appeler R3, qui est commandée par un signal rectangulaire, qui en fait sera celui de sortie ici. D'accord. Et on va rajouter une autre résistance R4 ici, qui est commandée aussi par un switch, donc qui est commandé par le même signal ici. D'accord, donc on peut démontrer sous certaines conditions qu'effectivement on a un système oscillant. Donc on aura ici en sortie un signal rectangulaire avec un certain rapport cyclique, on va appeler alpha toujours, il n'y a pas de raison de changer. D'accord. Alors suivant les valeurs d'entrée et de tension VRF, ça peut osciller ou pas. Donc ça va dépendre effectivement de ces conditions-là. Mais bon, on va supposer qu'on a un système oscillant, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de courant d'entrée. C'est-à-dire que le courant moyen du condensateur ici, IC moyen, égale 0. D'accord. Donc en fait, instantanément, il n'est pas nul, parce que le condensateur va se charger et se décharger. Donc on aura ici en fait un signal qui va être triangulaire, qui va se balader entre deux tensions, mais le courant moyen est forcément nul, parce que si le courant moyen n'était pas nul, donc on aurait un signal qui divergerait, donc on serait en saturation, si l'intégrateur disons que l'ampli-op ne serait plus en mode linéaire, et ça ne fonctionnerait plus. Et donc ça c'est la condition qu'on va écrire. Donc IC, donc c'est la somme de ces quatre courants. Donc c'est toujours pareil, donc on a IC, donc moyen, donc on va dire IC moyen. Donc c'est la somme de ces quatre courants, donc ce courant-là est constant, donc c'est VE sur R1. Donc ce courant-là est aussi constant, donc plus VRF sur R2. Et on a ici donc un courant moyen qui va dépendre du rapport cyclique. Donc on a toujours un rapport cyclique alpha, d'accord. Donc ce courant-là, c'est simplement, on va le faire tout de suite, c'est-à-dire on va mettre VRF, ce sera plus simple, c'est pas compliqué. Donc on a VRF, on a 1 sur R2, plus alpha sur R4. Parce que le switch est fermé, alpha sur T durant le temps. Donc le rapport cyclique, ça varie entre 0 et 1. Plus donc VE. D'ailleurs j'aurais dû le mettre ici, ça sera plus simple, on va faire pareil. Plus VE que multiplie donc 1 sur R1. D'accord. Plus donc 1 sur R3 alpha, c'est-à-dire alpha sur R3. Égale 0. Donc avec ça, on peut en déduire la tension de sortie, enfin du moins, pardon, avec ça, on peut en déduire le rapport cyclique, qui nous intéresse en fait. Donc on va sortir alpha. Bon, j'aurais pas dû mettre VRF en facteur, mais bon, c'est pas grave. Donc on a alpha que multiplie VRF sur R4 plus VE sur R3 égale donc moins VRF sur R2 moins VE sur R1. D'accord, on a donc alpha, je vais l'écrire ici,
Je vais écrire même en rouge. Alpha égale moins Vref sur R2 plus VE sur R1 de tout divisé par Vref sur R4 plus VE sur R3. D'accord? Donc maintenant, je pense que vous avez compris. On va connecter donc cette sortie-là sur le premier circuit. C'est-à-dire que le alpha qui sort de ce comparateur, ce sera le même que celui-ci. Donc je vais remplacer alpha de cette équation par ce calcul-là. Donc je vais effacer le schéma, on n'en a plus besoin. Maintenant, c'est quelques lignes de mathématiques supplémentaires. Donc on va reprendre cette équation-là. Donc on a Vs égale moins R2 sur R1. Alors par contre, il faudra que je change les valeurs parce que les résistances sont plus les mêmes. Donc je vais mettre des primes ici. Donc multiplie VE plus. Donc je vais commencer par ce terme-là. Vref plus R2 sur R3 VE que multiplie cette chose-là. Donc on va mettre moins ici. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça nous donne, tout ça? Ben, c'est intéressant parce qu'on voit, si on développe un petit peu, donc on voit qu'on a le terme ici, qui est le terme normal de l'amplificateur. Et on a ici un terme qui va dépendre donc de Vref et de VE. Et si on regarde bien, on a ici un VE que multiplie un VE carré. Pardon, donc on a un VE ici qui multiplie un autre VE, donc on a un terme en VE carré. Et en dessous, on a aussi un terme en VE sur R3'. Donc on a un système qui est non linéaire. D'accord? Donc suivant les valeurs de R2, R3, les valeurs de Vref, les valeurs des résistances ici, on peut avoir donc un gain en fait qui sera non linéaire, c'est-à-dire que suivant la tension VE ici, on pourra avoir un gain qui fasse ça par exemple, et dont la maîtrise de la courbure, est maîtrisée justement par les résistances et par les tensions. Et donc on a un système asservi qui permet donc de faire une correction de linéarité quand on a affaire à un système qui n'est pas linéaire. Et l'avantage de ce système-là, par rapport à d'autres systèmes où ils sont basés sur des transistors ou des diodes, avec ces systèmes-là, on a des dépendances en température et de précision, alors qu'ici, en fait, la fonction de transfert de ce système-là est parfaitement définie par juste des résistances et des tensions. Donc si on maîtrise la précision des tensions de la tension de référence des résistances, on a une parfaite maîtrise de la réponse de cet ampli non linéaire. Donc tout ça c'est intéressant, mais à quoi ça sert? Alors j'ai découvert ce système-là, en fait, dans un Air Data Computer, en anglais on pourrait dire un ordinateur de données air, hein, d'un avion. C'est un système qui permet, en entrée en général, on a donc l'entrée d'un ADC standard, un Air Data Computer.
Donc on a la pression statique de l'air, on a la pression du tube pitot qui donne la vitesse, on a aussi généralement la température totale, d'accord? Donc la température totale, on va l'appeler Total Air Temperature, donc TAT en général, donc c'est la température qui est prise sur un point de stagnation de l'avion, c'est-à-dire un point où la vitesse du fluide est nulle, et dans ce cas-là, donc on a la mesure de la température totale qui est due donc à l'échauffement de l'avion dû au frottement de l'air, mais aussi à la compression adiabatique. Et donc si on met une sonde sur un point où le fluide est à vitesse nulle, on a donc cette température totale. On appelle sur un point de stagnation. Et on peut avoir aussi en entrée le capteur d'angle d'attaque. Et en sortie de ça, donc on a donc la vitesse de l'avion, donc l'airspeed. Donc on peut appeler le true airspeed. On a donc la valeur du Mach, donc le Mach number. On a la vitesse verticale. Donc la vitesse verticale, donc le vertical airspeed en anglais. Et on peut avoir aussi la température statique. Donc ça c'est assez compliqué à mesurer. Donc c'est température statique. Donc static air temperature. C'est à peu près tout. Et l'altitude bien sûr. J'oubliais, c'est le principal. C'est en général ce que donnent les calculateurs de données R, les Air Data Computers. Donc les anciens sont mécaniques, tous ces calculs-là sont faits par des engrenages, des cames, quand on a des corrections non linéaires effectuées. Donc avec la mécanique, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut additionner en utilisant des engrenages différentiels. On peut faire des fonctions log en prenant des cames avec un profil particulier, des bras de levier. Si on sait faire un log et des additions, on sait faire une multiplication, il suffit d'additionner 2 logs. Donc ça fait log de A fois B. Et on peut faire beaucoup de choses avec la mécanique. Mais ça reste limité, parce que les corrections sont figées une fois pour toutes, même si, par exemple, dans le Air Data Computer de chez Elliott, on peut modifier la forme de courbure d'un profil de cam de façon à modifier la fonction, et ça reste assez limité. Alors ensuite, pour les modernes, c'est pas compliqué, donc il y a un logiciel, on peut faire toutes les corrections que l'on veut assez précisément. Et entre les deux, donc j'en ai quelques-uns, les corrections sont faites de façon analogique. Vous avez 2 capteurs qui donnent une tension de sortie proportionnelle aux pressions, et après, donc, il peut y avoir des corrections qui sont faites de façon analogique. Et donc ce système-là a été utilisé pour l'altitude. Donc la pression, comme vous le savez, donc, dépend de l'altitude. Donc plus on monte en altitude, plus la pression se raréfie, parce qu'en fait la pression, ce n'est rien d'autre que le poids de l'air sur une colonne d'air. Donc comme il y a moins de molécules en altitude, le poids de l'air est plus faible et donc il y a moins de pression. Donc la pression, elle descend de façon à peu près exponentielle, négative, c'est quelque chose comme ça, c'est presque exponentiel, mais c'est pas vraiment, mais ça ressemble à une pression. Donc par exemple, à altitude de 0, on a les fameux 1013 millibars. Donc en millibars ici, donc la pression statique. Et ça descend à peu près en exponentielle, moins altitude que multiplie un certain coefficient à peu près, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Et donc on tend vers 0 à haute altitude. Et donc là, en général, les ordinateurs Air Data se limitent à 58 pieds, et moi pour les avions classiques. Et donc là, je ne sais plus, à cette altitude, on doit avoir une centaine de millibars, donc on descend très bas. Et en général, les capteurs utilisés sont des capteurs linéaires, c'est-à-dire que le capteur utilisé dans l'appareil va donner quelque chose qui sera linéaire, c'est-à-dire quelque chose qui sera comme ça. Et donc il faut corriger, parce qu'on ne peut pas se baser purement sur la pression pour l'altitude. Donc il faut corriger cette forme-là. Donc il faut corriger en augmentant le gain quand la pression diminue. C'est-à-dire que là, vous avez donc votre capteur de pression.
la pression statique ici. Donc là vous avez l'altitude. Et entre les deux, donc, on fait un ampli qui soit non linéaire, qui ait une caractéristique comme ça, donc dont le gain augmente quand la pression diminue, de façon à corriger cette courbe-là. Le système était utilisé dans un ordinateur AirData que l'on va voir maintenant, de chez Sunstrand. Et donc je vous invite maintenant donc, à faire le teardown et le reste de l'étude avec moi, en anglais ce coup-ci. A tout de suite. Hi, yes, this is another AirData computer, but this one is not so old. This one was manufactured in the 80s or maybe 90s. So there is a dead code here, but I cannot read if it is 85 or 95, maybe 85. So there is a pitot-static input as usual. So this was manufactured by this company. It is the first time I heard about that in avionics. Sunstrand Data Control Incorporated in Redmond, Washington. So on the rear of this instrument we have a typical aircraft connector. So the weight of this thing is about 1 kilo or something like that. And so let's open this thing to see what is inside. Okay, so as you can see, there is much less mechanical stuff than the AirData computer of the 70s. So you can see that we have 3 electronic boards, and the pressure sensors are located on this area, so they are very small. So they are not the same. So one is absolute and the second one is differential, of course. So the absolute is this one for the altitude, and the differential sensor is for the airspeed. So it measures the difference between the pressure on the pitot tube and the static pressure, which is common to both sensors here. So this sensor was produced by Celesco transducer in California. There is a dead code 85, and the second one dead code is 85 also, and this was manufactured by the same company. So I don't know the technology of these sensors. I don't want to open this sensor at this time. I would prefer to make working this unit, and maybe after the reverse engineering it should be possible to know the technology of the sensor depending on the schematic. And you can see that it seems that there are some rust here. As you can see, these boards can be easily removed. We have only 3 screws, and the board can rotate around this shaft here in order to get access to the internal circuits. Is very interesting. Okay, as you can see, this is purely analog. There is no digital rubbish inside. This board seems to be the power supply board, and obviously there is also a switch mode power supply here. We have this rectifying diode here. So this part is probably the controller for the pulse width modulation. Not really, because it is an LM709. So this is an op-amp. So probably the switched mode power supply is done using standard parts. There is no specialized part for this. So on the second board we have various parts. This is an op-amp LM124 quad op-amp. This part I don't know. RM3503, probably an op-amp also. And also different ICs. This is probably also pumps, and a few transistors and
passive parts. But this is not complicated. I think the reverse engineering is possible. So let's see the third board. The third board is on this side. Okay, so we have also a lot of analog stuff on this thing. So we have this very nice capacitor. So generally, and from my experience, this is generally used for the differentiator, which permits to measure the altitude rate. So there are several op-amps, LM101 here. And this is an LM108, 101 also, several op-amps here. So on this board there are a lot of op-amps. So I don't know what are the measurements performed by this unit. So at least there is of course the altitude and the airspeed, and probably the vertical rate also. On the rear of this instrument there are also some power transistors in TO66. So there are the same transistors, the reference to N3741. There is also a transformer here, and that's all. So the sensor uses 4 wires, at least for this one, 1, 2, 3, 4, and this one there are only 3 wires. So in order to understand something, the reverse engineering is absolutely necessary. Unfortunately, I don't have the documentation for that, otherwise it will be easier. I didn't find anything about this air data computer. So I will start with the altitude section. Actually, I will follow the wires from the sensor, which is this one here on the top. So there are this harness here. So actually the wires of this sensor seems to be connected to this board, because there are several wires on this harness. So the red and the yellow actually concerns this sensor. And it is obvious for me that this capacitor is used for the altitude rate. So this board should be the altitude board. We can check the sensor, but it is difficult to access to the wire. There is also a conformal coating. Conformal coating seems very strong. I did the complete reverse engineering of this board, which is the altitude board. It was not so easy. So first I did this drawing. So I took a picture actually on the bottom side of the PCB. Then I did a mirror and printed it. And then I have added all the parts in red here. So this was the first step. This is the main section of the altitude measurement. So the sensor is on the left here. The sensor delivers the voltage from 0 to 5 volts. 5 volts corresponding to the sea level altitude. Then we have this inverter amplifier. As you can see, there is also an offset. The output of this amplifier is fed to another amplifier. The gain is defined by these 2 resistors and this one. There is also a feedback capacitor here in order to perform a low-pass filter. And the output of this amplifier is fed to the rear connector through this resistor. And it is fed also to the altitude rate circuit. We will see in the second page. I have masked voluntarily the circuit on the bottom. So we can see this circuit now. If you have seen my introduction, you can recognize the nonlinear feature of this amplifier. So we have 2 GFET transistors here. They are P-channel GFET, Q1 and Q2. So they are used as a switch. So these switches permit to change the gain of the amplifier using this switch. And the other one permits to add an offset to the input of this amplifier, a current offset. So this circuit was described in my introduction. So there is a duty cycle output which is available on this point. It is not connected to the rear connector, it is just a test point.
So at the output here, we have a voltage which is proportional to the altitude. I have made some measurements on the duty cycle and the output voltage according to the input voltage at this point. Before going further to the description of the circuit, I will give you the results of these measurements, and you will see that effectively the corrections permits to have an output voltage which is proportional to the altitude, at least up to 30,000 feet. On this graph, there is the result of the correction function. Below there is the output voltage versus the input voltage here. So the input is from 0 to 4 volt approximately. And that gives an output voltage from 0 to minus 12. So as you can see, the gain increases with the input voltage. There is also the base fit function, which is superposed to this blue line. It is in dashed line, but it is very difficult to see. So the function is given here. So this was calculated automatically by Excel. So this is the third order polynomial function, which is very close to the actual function. In dashed line in red here, there is the duty cycle, which was measured by the oscilloscope. And in green line, this is the duty cycle, which was calculated. They are practically identical. So we will use this function in order to verify that the corrected pressure is proportional to the altitude. So this was done in the next sheet. So on the first column, there is the altitude in 1,000 feet, from minus 1,000 feet up to 50,000 feet. On the second column, there is a nominal air pressure with 1,013 millibars at sea level. I have translated this pressure into a relative pressure which starts from 0 at sea level. So I have subtracted actually 1,013 millibars. This corresponds to a value which is given by the pressure transducer. Then I have calculated a relative factor which permits to scale the different pressures relative to the low altitude pressure. So at sea level there is a factor of 1, and this factor is about 0.5 at high altitude. This is the value which is given by the sensor, and then on the column F there is the pressure scaled, that is to say that the pressure is 0 at sea level, and this pressure is proportional to the pressure here. And in order to have approximately 4 volts at the maximum altitude, so this corresponds actually to this value, I have supposed that the pressure transducer have a maximum range of 50,000 feet, and at this altitude I have supposed that the electronics gives the input voltage of 4 volts. And then I have applied to this voltage the correction function, which was on the first page here, in order to simulate the behavior of the nonlinear amplifier. And the result is a curve in red here. So as we can see, this function is linear from 0 approximately to 30,000 feet. So that means that from 0 to 30,000 feet, the output voltage is proportional to the altitude. Above 30,000 feet, there is an error. So this is normal because if we look at the first page, the gain of the nonlinear amplifier, which is here, varies from minus 3 to minus 2. So there is a variation of 1.5. If we look carefully with a ratio of 1.5, actually in this column, that means that the relative factor is 0.66, and this corresponds effectively to an altitude of 30,000 feet. Above this limit, it is not possible to compensate because the corrected gain of the amplifier is not high enough. As we can see, the nonlinearity of this amplifier permits to correct the variation of air pressure from 0 to 30,000 feet. On the bottom of this page, we can find the reference voltage generator. So the reference voltage is performed using this Zener diode. So it is more a reference diode than a Zener diode, because I assume that it is very stable. So the reference voltage is minus 12 volts. I have measured exactly 12.00 volts. This voltage is fed to this amplifier with a gain of minus 1. And at this output, we have a voltage of plus 12 volts. This voltage is not used on the board, but it is available on the rear connector at pin 26. The second part of this board concerns the altitude rate measurement circuits.
So we can see the circuit on this page. It is not complicated. The altitude signal is here. So it is fed to this capacitor. As expected, it is a large capacitor which is present on the board. This is actually a differentiator. So the current here is proportional to the variation of the altitude versus time. So there are some compensations. So you have this capacitor in the feedback. And there is also a resistor in series with a negative input here. So the output of the differentiator is fed to the rear terminal. We find the altitude rate on two terminals, number 11 and number 27 on the rear connector. And we have also a detection of the power supply voltage. So this terminal is connected to the non-regulated power supply, so just after the bridge and the filtering capacitor. This feature permits to close this switch when the voltage is not large enough. So this permits to have 0 volt at this output. So when the voltage is high, this diode is reverse biased. So in this case, this transistor is off. And this one also, because this is connected to the minus 15 volts. So this is N-channel GFET. And the circuit works normally. If the voltage is too small, this diode is off, and in this case this transistor is saturated because of the base current which is provided by this resistor and this diode. So this voltage is connected to the ground, and in this case the transistor is on and the output voltage is close to 0 volt. There is another circuit on this board which is this one. There is one input which is the altitude. The second input here corresponds actually to this voltage. So it is at 0 volt when there is a problem with the power supply. And the output here, number 15, is available on the rear connector. So this is the flag signal actually, which permits to know if the altitude is correct or not. So for that purpose, we have these two transistors here, Q4 and Q5. And there is also this one. This line is connected to the base of this transistor in order to have a low impedance output. It is just a voltage follower. When one of these two transistors is saturated, or this one also, the voltage will be close to the ground. And in this case, there will be a 0 volt at this output. This transistor is saturated when the emitter voltage is below minus 0.7 volt approximately. And this one is saturated when the voltage is above 0.7 volt. This voltage comes from the output of this amplifier here. When the altitude is between given limits, the voltage here will be close to 0 volt. And when the voltage is too high or too low, in this case, the voltage at this point will be above or below 0.7 volt, and this will saturate one of these transistors and the output voltage will be 0. In normal mode, all these three transistors are open. In normal situation, when the altitude is between the allowable limits, then the output voltage is defined by this voltage here. And this voltage is a not regulated power supply, which is close to 27 volts or something like that. And when the voltage is outside the allowable limits, or when the power supply is below also a given limit, then the output voltage will be close to 0 volt, and the output voltage will be 0 also. So this is the complete schematics of the altitude board. Next time we will see the airspeed board, and after that we will make some tests on this device. Thanks for watching and see you next time. Bye.